Aujourd'hui dans H2H24, on poursuit notre série Hydrogène dans le monde. La question posée à notre invité Miko Mered est « La politique énergétique de neutralité carbone ouvre-t-elle la voie de l'hydrogène comme carburant de substitution en Europe de l'Est ?» Bonjour Miko. Bonjour et merci pour cette question bien technique. Alors dans la stratégie de la Commission européenne pour l'hydrogène, qui vise une production 100% renouvelable par électrolyse, quelle est la contribution des pays d'Europe de l'Est dans cet objectif ? Pour l'instant, elle est minimale, pour ne pas dire infinitésimale. Cependant, d'un point de vue politique, là encore, les pays d'Europe de l'Est ont réussi à petit prendre du poids dans la diplomatie européenne, dans le jeu européen, sur la question de l'hydrogène. Pourquoi ? Il y a deux raisons à ça. D'un côté, il y a les pays, comme par exemple la Pologne, qui sont dans une démarche de décarbonation de leur industrie pour atteindre leurs objectifs climat, évidemment, même si le parti au pouvoir n'est pas non plus le plus écologiste qu'on puisse imaginer, il n'empêche qu'il y a une dynamique. Et cette dynamique, elle consiste tout simplement à décarboner le charbon ou à passer à d'autres type d'énergie renouvelable. Donc de fait, on a d'un côté un potentiel pour l'hydrogène bleu dans ces territoires-là, avec effectivement donc une continuité de l'exploitation du charbon, mais décarboné par les systèmes de séquestration de carbone. Et ensuite, on en fait de l'hydrogène pour l'exporter ou l'utiliser localement. Pourquoi pas ? Même s'il y a évidemment des limitations techniques qu'on connaît. Et de l'autre côté, il y a le développement évidemment principalement de l'éolien sur la façade de la mer Baltique, qui fait qu'aujourd'hui la Pologne se positionne, à l'instar du Danemark, à l'instar de la Suède ou d'autres pays comme les pays baltes aussi qui rentrent dans cette dynamique, comme un potentiel pourvoyeur d'électricité verte et pourquoi pas d'hydrogène ou de ses dérivés verts à partir de sa zone baltique. Et puis ensuite vous avez sur l'ensemble du bassin de l'Est européen, depuis la frontière russe évidemment jusqu'aux Balkans, des perspectives de développement qui sont plus ou moins importantes. Et là-dessus, il faut se concentrer sur la mer Noire, ce bassin très intéressant en termes de capacité éolienne, mais aussi en termes de capacité photovoltaïque, puisque un projet comme par exemple le projet Blue Danube, qui est un projet d'intérêt commun au niveau de l'Union européenne et qui va nécessiter plus de 5 milliards d'euros d'investissement, c'est un projet qui part de la mer Noire, qui va remonter tout le Danube, donc en embarquant des pays comme la Hongrie, des pays comme l'Autriche évidemment, mais aussi des pays extra-européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme par exemple la Serbie éventuellement, ou encore la Moldavie sur la côte de la mer Noire, pour tout simplement acheminer ces marchandises par voie fluviale, de l'hydrogène fluvial, jusqu'au centre de l'Union européenne, et en particulier évidemment l'Autriche, puis l'Allemagne. Donc ce sont tous ces projets-là qui aujourd'hui ont permis aux Est-Européens, aux Orientaux, de pouvoir prendre de plus en plus de place dans le jeu hydrogène européen. Est-ce que les pays d'Europe de l'Est sont dans une logique de maîtrise de toute la chaîne, comme on peut le voir par exemple en France, de la production jusqu'à la consommation, ou alors plutôt dans une logique je produis, je vends, j'utilise pas, ou l'inverse, je consomme et donc j'achète sur l'extérieur ? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les stratégies qui viennent d'Europe de l'Est, qui sont publiées autour de l'hydrogène, que ce soit la Pologne, que ce soit la République tchèque, la Roumanie qui va y arriver, etc., ce sont des stratégies qui aujourd'hui essayent de faire feu de tout bois. Parce que tout simplement, qu'on parle d'hydrogène en amont, d'hydrogène en aval, qu'on soit sur de la consommation ou autre, ce qui importe, c'est d'essayer d'utiliser l'hydrogène comme un vecteur de captation, ou en tout cas d'attraction de capitaux, qu'ils soient publics ou privés. Donc à partir de là, si on prend le cas de la Roumanie, par exemple, ou on peut même prendre le cas de la Serbie ou de la Moldavie, pour prendre des cas qui ne sont pas au sein de l'Union européenne, on va retrouver à peu près la même chose. C'est-à-dire que ces pays vont se positionner comme étant possiblement pourvoyeurs de hydrogène vert ou hydrogène décarboné pour le centre de l'Europe, pour les grands centres industriels. Et puis, ils vont se positionner aussi sur une démarche de « nous pouvons être, comme on l'a été par exemple durant les années 2000, des territoires où vous, les Français, vous, les Allemands, vous, les Néerlandais, vous pouvez délocaliser la production de vos machineries hydrogène, des électrolyseurs, des compresseurs, etc., dont vous aurez besoin, dont le monde aura besoin. » Donc, cette démarche d'attraction industrielle, elle s'exprime sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est que dans ces pays d'Europe de l'Est, et là pour le coup, on peut se permettre de faire une généralité, la logique va consister à essayer de se vendre aux Occidentaux, où évidemment, c'est là que l'hydrogène se développe depuis bien plus longtemps, plus que d'essayer de se décarboner soi-même au départ, donc c'est-à-dire de décarboner par exemple l'industrie roumaine ou l'industrie
des pays baltes en premier lieu. Et quels sont les principaux défis liés au développement de l'hydrogène dans ces pays d'un point de vue infrastructure gazière? Parce que est-ce que c'est un peu vieillissant Bien sûr, c'est une très bonne question parce qu'on a souvent tendance à dire, et on l'entend souvent à Bruxelles, ou on l'entend maintenant de plus en plus dans les médias généralistes, faire des pipelines, ça va être hyper facile, et on va faire le hydrogen backbone, donc ce grand réseau de pipelines européens, et tout ça est très facile. Bon, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a là aussi deux groupes qui se font face à Bruxelles. Il y a le groupe des industriels gaziers, que ce soit des industriels gaziers au sens des producteurs de gaz naturel ou des transporteurs ou distributeurs de gaz naturel, qui eux, de fait, leur métier, c'est de faire du tube et d'un gaz dans un tube. Donc de fait, eux ont besoin qu'il y ait une forme de pipelinisation, si vous me permettez ce néologisme un peu barbare, de l'hydrogène en Europe. Et puis, vous avez tous les autres qui consistent à dire aujourd'hui, qui disent aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de pipeline. On peut imaginer donc ces barges fluviales depuis la mer Noire qu'on évoquait tout à l'heure. On peut imaginer, non pas du fluvial, mais du maritime véritablement, depuis les Balkans vers l'Ouest européen via la Méditerranée. On voit des projets comme cela émerger. Et donc, évidemment, à Bruxelles, ça clash. Et ce qui va être important, ce qui va être le véritable juge de paix, c'est le coût, tout simplement, de remplacer un pipeline ou de moderniser un pipeline de gaz naturel pour le rendre compatible avec de l'hydrogène. Et aujourd'hui, grosso modo, l'ordre de grandeur est le suivant. Si vous avez un pipeline au-delà de 1000 ou 1500 km de distance entre le point de production d'hydrogène et le point de distribution, ou en tout cas le point d'éclatement, le hub d'éclatement au centre de l'Europe, de fait, il vaut mieux imaginer d'autres solutions que des pipelines. Mais encore une fois, c'est une décision politique et évidemment, c'est le cœur des enjeux aujourd'hui à Bruxelles. Ouais, et puis décision politique partagée avec les différents pays d'Europe de l'Est et d'Europe occidentale en fait. Absolument, puisque du coup là on retombe, si on revient, donc là on se déporte un peu du débat en parlant des pipelines et donc de ce backbone. De fait, les pays d'Europe de l'Est qui vont peut-être essayer de miser, comme par exemple la Pologne, sur éventuellement donc un pipeline qui passerait par son territoire, de fait peuvent avoir d'autres alliés en Europe de l'Ouest, comme par exemple l'Espagne ou par exemple l'Italie, qui sont dans des démarches aussi relativement similaires avec leurs transporteurs gaziers nationaux qui poussent pour cela, mais aussi certains start-upers qui développent des projets massifs d'hydrogène, par exemple dans le sud de l'Espagne, qui poussent là aussi pour ces hydrogen backbones. Donc de fait, on voit ce genre de dynamique émerger, mais il y a un juge de paix, c'est la question du coût. Et puis le coût, pour le coup, il n'est peut-être pas en faveur des turiféraires du pipeline, malheureusement, parce que au fur et à mesure que sur les années 2020, mais surtout 2030, 2040, 2050, on va imaginer, ou on peut imaginer effectivement l'émergence d'une géopolitique ou d'une géoéconomie plutôt mondialisée de l'hydrogène avec de l'importation par bateau, et bien de fait, plus cette technologie par bateau, que ce soit pour de l'hydrogène liquide, mais surtout pour ces composés ou ces dérivés comme de l'ammoniac ou de l'iméthanol ou que sais-je d'autre, au fur et à mesure que cette solution va être de plus en plus développée dans le monde, et bien de fait, cette solution sera de plus en plus compétitive par rapport au pipeline, évidemment, qu'il faudra en Europe moderniser. Merci Miko. Merci Marion. Et moi, je vous retrouve très vite pour une autre émission sur l'actualité de l'hydrogène. Et surtout, on n'oublie pas, l'énergie est notre avenir, économisons-la.